Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ne partez pas tout de suite. Le titre vous dit Shakespeare, fais-moi peur. Au passage, je suis assez fière de mon petit jeu de mots. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de pièces de théâtre. Ne cliquez pas sur fermer la fenêtre, quittez YouTube, je vous en supplie, restez. Le théâtre, c'est le genre le plus mal aimé en littérature sur Booktube. J'aime pas le théâtre, j'aime pas lire du théâtre, je vois pas de théâtre, je sais pas lire du théâtre, le théâtre c'est Molière, enfin bref, je sais que le théâtre c'est vraiment le genre le plus mal aimé. Et je peux comprendre pourquoi. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo cette année qui a pas eu beaucoup de love, hein, on va le dire, donc comme maintenant vous êtes beaucoup, ou un peu plus, j'aimerais beaucoup que vous alliez voir cette vidéo, que je vous ai référence dans le petit i quelque part sur l'écran où je vous parle du théâtre à l'école. Trêve de digression, de bavardages incessants, on en vient au sujet de la vidéo qui est les pièces effrayantes au théâtre. Après vous avoir fait ma dernière vidéo autour de 6 recommandations de romans SFFF à ambiance un peu gothique, effrayante, tout ça, je me suis dit mais tiens, en pièces de théâtre, je pourrais faire quoi? Ah oui, parce que pour les nouvelles personnes, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça. Moi, dans la vraie vie, je suis metteuse en scène, comédienne, dramaturge, ça veut dire que j'écris des pièces de théâtre, professeure intervenante de pratique artistique théâtrale et responsable artistique d'une compagnie dans ce théâtre. Ça fait beaucoup de choses, je m'ennuie pas trop dans la semaine, dans les journées, enfin vous inquiétez pas, mes années sont bien remplies, sont bien chargées. J'avais envie un petit peu de vous partager mon travail et mes connaissances autour du théâtre et ça a été un peu, j'avoue, coton de vous trouver des pièces effrayantes. Parce qu'en fait, des pièces d'horreur, il n'y en a pas vraiment au théâtre, c'est pas un genre qui existe. Je me suis posé la question de pourquoi et j'ai pas encore vraiment de réponse. Si ce n'est que je pense que l'horreur, quand on le lit ou quand on le regarde à travers un écran, on peut se distancier, je pense, plus facilement que lorsqu'on est assis en face de personnes qui vivent, même si c'est pour de faux, mais vivent des choses traumatisantes, même si on fait revenir des créatures effrayantes, tout ça. Enfin, je pense que le fait de le voir en vrai est beaucoup plus flippant, si vous me permettez l'expression, que de le lire ou de le voir à l'écran. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi j'en suis là dans ma réflexion. Il n'empêche que, après des semaines et des semaines de recherche, j'ai tout de même réussi à trouver 11 pièces, oui parce qu'ici on fait pas 5 recommandations de romans, on en fait 6, on fait pas 10 recommandations de pièces de théâtre, on en fait 11, voilà. Ces 11 pièces vont balayer un petit peu toute l'histoire du théâtre de l'Antiquité à nos jours pour vous présenter 11 écritures bien différentes autour des pièces de théâtre effrayantes. L'introduction encore une fois était longue, vous avez l'habitude à présent, et on passe à la toute première pièce de théâtre. La première, bon là j'ai 2 livres dans la main et il y a 3 pièces, mais je vais vous expliquer. La première pièce dont je vous parle, c'est l'Orestie de Échille, et ça date du 5e siècle environ, avant notre ère, avant JC. Le théâtre, ça a été inventé, voilà, on va simplifier un petit peu le message. On va aller dans ce qu'on vous a appris à l'école. Le théâtre, ça a été inventé à la Grèce antique. Et en fait, à cette époque, c'était lié à Dionysos, le dieu du plaisir, du bon vin, du bon vivant. Et en fait, le théâtre était gratuit. Ça avait lieu durant les Dionysiaques, les fêtes données en l'honneur de Dionysos. Et les auteurs dramatiques devaient écrire 3 tragédies pour former un ensemble et en plus un drame satirique. Et on pouvait aussi écrire des comédies, mais ça c'était tout à fait à part. Et on n'a qu'une seule trilogie qui nous est parvenue aujourd'hui, c'est l'Orestie d'Échille. Si vous êtes des personnes aimant la mythologie, mais alors vous allez vous faire plaisir avec l'Orestie. L'Orestie, ça commence avec Agamemnon. Voilà, ici j'ai mon édition de lycéenne quand je devais l'étudier pour le bac théâtre. Voilà, si vous êtes de ma classe, comme on dit, ben, cœur sur vous. Ça commence avec Agamemnon. Agamemnon, c'est un roi marié à Clytemnestre. Il a plusieurs enfants, Iphigénie, Électre et Oreste. Et en fait, pour partir guerroyer à Troie et ramener sa belle-sœur Hélène, parce que Ménélas c'est le frère d'Agamemnon, enfin voilà, les arbres généalogiques dans la mythologie, vous savez, on s'y perd toujours, c'est des noms un peu compliqués, c'est pas l'essentiel pour ça. Sachez juste que Agamemnon va sacrifier sa fille Iphigénie pour pouvoir
partir guerroyer et pendant les 10 ans que dure la guerre, sa femme Clytemnestre nourrit son chagrin d'avoir perdu sa fille Iphigénie et elle va fomenter une vengeance avec son amant. À la fin d'Agamemnon, Agamemnon est tué. Voilà, gros spoiler. Là, j'ai vraiment envie qu'on s'attarde sur les coéphores et principalement sur les Euménides, donc la 3e pièce de cette trilogie. Oreste, le fils donc d'Agamemnon et de Clytemnestre, va vouloir venger son père et va donc assassiner Égiste, l'amant de sa mère, et sa mère également Clytemnestre. Et ça c'est interdit dans la Grèce antique, chez les dieux. Et en fait, les Érinies, des déesses vengeresses, vont poursuivre Oreste inlassablement au bout du monde. Elles ont une apparence horrible. Je vous glisserai quelque part dans l'écran ce qu'en avait fait Ariam Nouchkine quand elle avait monté l'Orestie. Mais ça, elles sont pas belles. C'est les chiennes de l'enfer, les chiennes vengeresses de la vengeance. Elles boivent du sang, elles dévorent, elles hantent Oreste. Et je ne vous dis pas la fin de l'histoire, mais vraiment c'est un ensemble de pièces à lire, un ensemble de tragédies qui est vraiment intéressant au point de vue que ce soit de l'écriture, de la langue, de la mythologie, de la justice, du fait qu'on passe de la loi du talion au tribunal, à la justice de la société. Vraiment c'est passionnant, il y a des images très très fortes, c'est glauque, hein, vraiment c'est glauque, c'est sanguinolent. Donc je vais vous lire un petit passage des Euménides. Regarde, regarde bien, regarde encore, surveille bien partout, qu'il ne s'échappe pas, le tueur de mère, il doit payer pour son crime. Le voici. Il a trouvé de l'aide encore une fois. Il embrasse la statue de bois d'une déesse. Il veut être traduit en justice. Il veut être jugé pour ce qu'il a fait. Ce n'est pas possible. Le sang de sa mère a coulé dans la terre. Il ne remontera pas. Les liquides versés dans le sol disparaissent. Il faut lui donner à boire en réparation. Une libation visqueuse et rouge coulant d'un corps vivant. Je veux te soutirer cette boisson imbuvable. Je vais m'engorger. Je te viderai vivant de ton sang. Je t'entraînerai sous terre. Tu y seras condamné comme tueur de mère. Tu verras là-bas tous ceux qui ont offensé la sainteté d'un dieu, d'un hôte, d'un parent. Chacun reçoit la peine qu'il mérite. Numéro 2. On parle du mythe de Faust et ici je vous présente 2 adaptations théâtrales. La première de Christopher Marlowe qui date du XVIe siècle et ensuite on a le fameux Faust de Goethe qui lui date du début du 19e. Faust à la base c'est à la fois ça s'inspire à la fois d'un personnage historique allemand qui était alchimiste, astrologue, contemporain d'Erasme et qui a été accusé par ses étudiants de choses pas très fun, pas très chouettes. Il aurait pactisé avec le diable, enfin voilà, les légendes habituelles. Et ça s'inspire aussi d'une pièce de Rudebeuf du Moyen-Âge qui s'appelle Le mystère de Théophile. Je vous laisse aller écouter mon épisode sur le théâtre au Moyen-Âge si jamais ça peut vous intéresser. En tout cas, le mythe de Faust, normalement, il est connu par tout le monde. Même si vous connaissez pas, vous n'avez pas lu les pièces, le nom Faust vous dit quelque chose. Et ça, c'est flippant parce que c'est quand même un monsieur qui fait un pacte avec le diable. Enfin, avec un démon, Méphistophélès, envoyé du diable. C'est vraiment passionnant à lire. Moi, le Faust de Goethe est une de mes pièces favorite que je ne me lasse pas de relire. Par contre, autant je trouve qu'Eschyle est accessible, autant là, le Faust, c'est un peu plus costaud en termes de personnages, de références, de lieux d'action, ça se passe un peu partout, on n'est pas dans notre théâtre classique français où on a les unités de temps, de lieux et d'action. Là non, hein, on va partout, il y a plein de personnages, on peut s'y perdre. Je vais vous lire 2 extraits, un très court de Goethe, mais d'abord un plus grand de Marlowe, lorsque Faust invoque Méphisto. Scène 3. Coup de tonnerre. Entre Lucifer et 4 démons. Faust qui leur tient ce discours. Il a un livre à la main et il ne les voit pas. Faust. Maintenant que l'ombre noire de la nuit, désirant voir Orion au visage de pluie, se projette vers le ciel au fond de l'Antarctique et assombrit sa voûte d'une haleine de pois, c'est l'heure, Faust, de commencer tes incantations et de voir si les démons vont obéir à l'appel, puisque tu leur as fait prière et sacrifice. Dans ce cercle est tracé le nom de Jéhovah, à l'endroit et à l'envers, en anagramme, avec en abrégé le nom de tous les saints. Là, tous les corps célestes sont représentés, les caractéristiques du zodiaque et des astres errants, grâce auxquels les esprits sont forcés d'apparaître. Ne crains pas d'être résolu, Faust, et c'est tout ce que la magie permet d'accomplir. Coup de tonnerre. Et un petit peu plus loin dans l'histoire, mais pas trop loin, dans le Faust de Goethe, on a
Au moment où Méphistophélès est apparu, Faust dit « Il te faut un écrit pédant. Ne sais-tu pas ce que c'est qu'un homme, ni ce que la parole a de valeur? N'est-ce pas assez que la mienne doive pour l'éternité disposer de mes jours? Quand le monde s'agite de tous les orages, crois-tu qu'un simple mot d'écrit soit une obligation assez puissante? Cependant une telle chimère nous tient toujours au cœur, et qui pourrait s'en affranchir? Heureux qui porte sa foi pure au fond de son cœur, il n'aura regret d'aucun sacrifice. Mais un parchemin écrit et cacheté est un épouvantail pour tout le monde. Le serment va expirer sous la plume, et l'on ne reconnaît que l'empire de la cire et du parchemin. Esprit malin, qu'exiges-tu de moi? Airain, marbre, parchemin, papier, faut-il écrire avec un style, un burin ou une plume? Je t'en laisse le choix libre. Méphistophélès. À quoi bon tout ce bavardage? Pourquoi t'emporter avec tant de chaleur? Il te suffira du premier papier venu. Tu te serviras pour signer ton nom d'une petite goutte de sang. Faust. Si cela t'est absolument égal, ceci devra rester pour la plaisanterie. Méphistophélès. Le sang est un suc tout particulier. Pièce numéro 3. Macbeth de Shakespeare, ici écrite en 1623. J'avais fait toute une série de lives autour de Macbeth et de Lady Macbeth, notamment l'année dernière, que je vous référence si vous voulez en savoir plus autour de cette pièce. Ça raconte l'histoire d'un seigneur, le seigneur Macbeth, avec sa femme Lady Macbeth. Le seigneur est au combat et lui apparaît trois sorcières maléfiques qui lui font des prédictions. Elles lui disent qu'il sera duc, puis comte, puis roi. Et Macbeth devient fou à l'apparition de ces sorcières, et avec cette prédiction, il écrit à sa femme, et sa femme va fomenter le meurtre du roi Duncan, le roi d'Écosse. Et c'est formidable, c'est une pièce vraiment qui donne la chair de poule. Il y a des adaptations, on en avait vraiment parlé en long en large en travers l'année dernière, on en avait vu certaines, et ça met extrêmement mal à l'aise, c'est très sanglant un Macbeth, vraiment on est dans quelque chose, on est au bord de la folie avec Lady Macbeth, et Macbeth aussi qui va sombrer au fur et à mesure. Il y a des apparitions fantomatiques, il y a ces sorcières hideuses qui hantent la lande. J'ai des frissons rien que de vous en parler de ces sorcières et de leurs prédictions, de leurs malédictions. D'ailleurs cette pièce, parlons-en un petit peu, c'est la pièce écossaise. En fait, Macbeth est une pièce que l'on dit maudite, surtout dans le théâtre anglo-saxon. La légende voudrait que chaque fois que Macbeth est monté, il y a quelqu'un dans l'équipe qui meurt. C'est une légende, hein, il n'y a aucune preuve de ça, mais il n'empêche que ça a perduré et que maintenant on la nomme The Scottish Play, la pièce écossaise. On ne l'appelle pas Macbeth. Les acteurs, actrices qui jouent les personnages principaux disent M et Lady M. Vraiment, il y a beaucoup de noirceur, de légendes, de mythes autour de la pièce de Shakespeare, Macbeth, autour de Shakespeare aussi, mais vraiment Macbeth, c'est la pièce la plus spooky de tout le théâtre occidental, selon moi. Lady Macbeth. Occupez-vous de lui. Il apporte grande nouvelle. C'est le corbeau de sa voix la plus rauque qui devrait croisser l'arrivée fatale de Duncan sous mes tours. Esprit, mobilisez-vous, qui considérez aux pensées de meurtre. Sur le champ, défaites-moi de mon sexe, bondez-moi, à ras-bord de l'orteil au sommet du crâne de la cruauté la plus noire. Épaississez mon sang, barrez à la pitié toute voie d'accès à mon cœur, afin qu'aucun scrupule et rien de la nature n'ébranle mon dessein féroce, ou ne s'interpose entre lui et sa conséquence. Mes seins de femme, parcheminez leur lait, faites-en du fiel. Ô ministre du meurtre, où que vous soyez invisible à vaquer aux vices du monde, et toi, épaisse nuit, accours enveloppée des plus âcres fumées d'enfer, pour que ma lame perçante ne puisse voir la blessure qu'elle ouvre, ni que le ciel ne vienne m'épier par les déchirures de la ténèbre pour me crier « Halte! Halte !» On fait un bond dans le temps. Vraiment, j'aurais pu, c'est vrai, vous glisser le Don Juan de Molière, de Jean-Baptiste Poquelin, mais je me suis fait la promesse de ne pas faire de pub à Molière parce que Molière n'a pas besoin de moi pour être reconnu et pour être lu et relu et encore relu. On passe donc fin du 19e siècle avec un Belge, Charles van Lerberghe. Excusez-moi pour ma prononciation, je ne parle pas le flamand, tout ça, avec sa pièce Les Flaireurs. C'est une pièce courte en 3 actes et il y a 3 scènes en fait. C'est une fille
une jeune fille qui est avec sa mère chez elle et elle entend frapper à la porte une première fois, une première nuit, une seconde nuit, une troisième nuit, et en fait on comprend que c'est la mort qui vient chercher... Et on comprend en fait que c'est la mort qui vient chercher la mère de la jeune fille, la mère qui est mourante, qui est dans son lit, qui a des visions divines, christiques, et qu'il y a... alors on ne sait pas si ce sont des démons, enfin voilà, c'est laissé libre à l'appréciation du metteur, de la metteuse en scène, j'ai envie de dire, mais en tout cas, c'est, je pense que à la lecture, ça ne fait pas forcément peur, surtout qu'on a des didascalies assez pointues. Je pense que Monsieur Charles avait une idée très précise de comment il voulait que ces pièces soient mises en scène. On a de la chance aujourd'hui, on peut lui dire « Eh ben non Charles, je ne respecterai pas tes didascalies ». Et je pense qu'on peut en faire quelque chose d'extrêmement angoissant. Vraiment, cette pièce-là, elle peut être extrêmement angoissante. Il la pense, le dramaturge, avec de l'orgue derrière en accompagnement. Donc, je pense que avec le bon regard, un peu terrifiant, un peu spooky de mise en scène, cette pièce, Les Flaireurs, elle peut être très 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 angoissante et assez horrible pour cette jeune fille qui sait que sa mère va mourir et qui, plus que tout, souhaite garder sa mère et la protège de la mort qui va arriver chez elle. Acte 1. Le premier personnage ne doit affecter en rien des airs lugubres, il ne veut nullement faire peur, c'est un personnage des contes d'Hoffmann, ironique et légèrement gouailleur, sa voix est glapissante comme celle d'un oiseau de nuit, il faut cependant qu'il évite de faire rire. Ça par exemple, la didascalie, moi je la respecterai pas, mais vous faites comme vous voulez. La fille. Qui est là? Une voix au dehors. Moi? Qui êtes-vous? Moi! Ce n'est pas un nom, qui êtes-vous? Ah mais je suis l'homme, vous savez bien. Je n'attends personne. Ma fille, qu'est-ce que ce bruit? Petite mère, c'est le vent. Est-ce pour moi que vous venez? Oh, bien sûr que non, petite. Bien sûr que non. Au suivant, un autre Belge, un copain de Charles, Maurice Maeterlinck, celui-ci qui est bien plus connu comme dramaturge avec sa petite trilogie de la mort. C'est pas véritablement une trilogie comme l'Orestie d'Eschyle, mais ce sont 3 pièces qui ont une thématique un peu sombre. On a l'intruse, on a les aveugles et on a les 7 princesses. D'ailleurs, les 7 princesses est mentionné dans À la recherche du temps perdu de Proust. Ce sont des pièces sombres qui ont une ambiance un peu terrifiante. Rien d'horrible à proprement parler, mais il y a quelque chose de gênant dans ces 3 pièces qui nous met mal à l'aise. Dans l'intruse, il y a une mère qui est en train de mourir et un aïeul aveugle qui veut absolument voir sa fille. Et il y a ces 3 petites filles qui sont présentes. Ça peut rappeler les parcs, ça peut rappeler les 3 sorcières de Macbeth également. Dans les aveugles, on a 12 personnages sur scène qui sont aveugles et perdus comme ça dans une forêt. Et dans les 7 princesses, dont je vais vous lire un extrait, on a 7 princesses qui sont endormies. Ici on revisite les contes de Grimm et de manière un peu terrifiante, à la manière un peu Hoffmann, quoi. Vous voyez, dans les contes d'Hoffmann, c'est dérangeant et je vous le recommande personnellement. Ça, je l'ai découvert ces pièces là pour cette sélection et vraiment je ne suis pas déçue. J'ai adoré la lecture de ces 3 pièces autour de la petite trilogie de la mort avec un coup de cœur pour les 7 princesses. La reine, le visage contre les vitres et dans une soudaine crise de larmes. Oh, comme elles dorment, mon Dieu, mais mon Dieu, délivrez-les, délivrez-les, comme ils dorment leur petit cœur. On n'entend plus leur petit cœur, ils dorment si terriblement. Oh, qu'on est à craindre quand on dort. J'ai toujours peur dans leur dortoir, je ne vois plus leurs petites âmes. Où sont-elles donc leurs petites âmes? Elles me font peur, elles me font peur. C'est maintenant que je le vois. Comme elles dorment, les petites sœurs. Oh, comme elles dorment, je crois qu'elles dormiront toujours. Mon Dieu, j'ai pitié d'elles. Elles ne sont pas heureuses. Elles ne sont pas heureuses. C'est maintenant que je vois tout. 7 petites âmes toute la nuit. 7 petites âmes sans défense. 7 petites âmes sans amis. J'avance, on fait un bond dans le temps, on passe en 1953 avec la pièce Les sorcières de Salem d'Arthur Miller. Personnellement, c'est une pièce que je n'aime pas, que je trouve pas très intéressante autour du mythe de Salem, mais tout de même, pour une fois qu'on a des pièces effrayantes qui sont
écrite, je me devais de mentionner cette pièce. Ça prend l'histoire du procès des sorcières de Salem qui a eu lieu au XVIIe siècle, et en plus Arthur Miller fait ça en plein McCarthyisme aux États-Unis, donc là-dessus c'est assez malin. C'est l'histoire de ces jeunes filles qui ont été accusées de sorcellerie dans le village de Salem. Il y a eu une vraie hystérie collective. Vraiment, je n'aime pas beaucoup cette pièce, je trouve que la langue elle est pas chouette, en tout cas en français je ne sais pas ce qu'elle donne en anglais. J'étais vraiment déçue au moment de ma lecture, mais si jamais vous êtes fan des sorcières de Salem, je pense qu'il faut la lire ne serait-ce que pour votre culture G. Abigail. Betty. À présent, Betty chérie, réveille-toi, c'est Abigail. Betty, je vais te battre si tu pleures encore. Mais non, tu vas mieux. J'ai parlé à ton père et je lui ai tout raconté. Tu n'as donc plus rien à craindre. Je veux ma maman. Ne rêve pas, ta mère est morte et enterrée depuis 2 ans. Je veux m'envoler vers maman. Laisse-moi m'envoler. Elle lève les bras comme pour s'envoler. Abigail la rejette contre le mur. Je lui ai tout dit, maintenant il sait. Tu as bu du sang, Abby. Ça, tu ne lui as pas dit. Betty, ne répète jamais ça, tu entends, jamais. Tu l'as fait, tu as bu un filtre pour tuer la femme de John Proctor. Oui, tu as bu un filtre pour tuer maîtresse Proctor. Abigail, tais-toi, hein, tais-toi. Elle la gifle. Betty retombant sur son lit. Maman. Je ne suis pas peu fière de vous présenter une pièce qui n'est pas issue du théâtre occidental. J'ai des lacunes lorsque je ne suis pas dans mon milieu du théâtre occidental. J'avoue, je ne connais pas énormément de pièces d'autres continents, d'autres univers, les pièces asiatiques. Maintenant, je connais le théâtre de Mishima parce que je ne suis pas sponsorisée pour vous en parler. Mais il y a une nouvelle édition qui a vu le jour avec les écrits de Mishima autour du théâtre et quelques-unes de ses pièces, 5 de ses pièces très précisément. Et dedans, j'ai décidé de vous parler de La terrasse du roi lépreux qui a été publié dans les années 60. Ça s'inspire d'un temple d'une vraie... Je reprends. Ça s'inspire d'un véritable lieu au Cambodge avec la statue à qui il manque quelques doigts, et donc c'est pour ça qu'on l'appelle le roi lépreux. On dit également qu'il y a des légendes par rapport à cet endroit, pourquoi il a été construit, en l'honneur de quel roi. Voilà, il y a des légendes et Mishima va dans cette légende pour créer ce drame, La terrasse du roi lépreux, que j'ai adoré. C'est un vrai coup de cœur pour moi que cette pièce où on va suivre un groupe prêt à construire un temple en l'honneur d'un roi qui est de retour victorieux de la guerre, et le soir où le roi donne une réception et convie l'architecte, le peintre, le jeune artisan, enfin voilà, le soir où le roi fait une fête pour fêter son retour et démarrer la construction du temple, ses épouses voient sur son bras une marque, une tache rouge. Et en fait c'est la lèpre, c'est une damnation, et on va suivre ensuite durant plus de 20 années l'histoire de ce roi atteint de la lèpre. On est dans quelque chose d'assez mystique, d'assez onirique. Mishima se suicide une année après avoir écrit cette pièce, donc on sent toute la tragédie aussi de l'existence de Mishima à travers le personnage du roi lépreux. On est dans quelque chose vraiment de mystique en lien avec les dieux, où on demande pourquoi on est puni par les dieux alors qu'on crée un temple pour les honorer, pour les remercier. C'est très beau. Il y a des scènes assez fortes, assez violentes. On a des personnages sombres, notamment le personnage de la reine-mère. C'est une tragédie du début à la fin, et c'est pour changer en fait du théâtre occidental, et j'étais très contente de découvrir cette pièce à l'occasion de cette sélection, et je vais vous en lire un petit extrait. La rumeur dit que c'est ce soir-là que le premier symptôme de sa maladie est apparu. Au début, le peuple l'ignorait. Mais aujourd'hui, tout le monde le sait et tout le monde en parle. Ce soir-là, je m'en souviens, nous avions eu une audience auprès du roi. Et juste après ma nomination en tant qu'architecte, un terrible symptôme de la lèpre est apparu sur son bras, qui plus est en plein milieu de son splendide et joyeux banquet. Bien entendu, sur le moment, personne n'a compris, et c'est seulement au bout de plusieurs mois qu'on a su qu'il s'agissait d'un symptôme. On dit que le premier symptôme était beau, comme si le roi s'était fait tatouer les pétales d'une rose de Chine, rouge, sombre, sur son bras lisse, musclé et hâlé. Et puis cela s'est répandu un peu partout. À l'heure où nous parlons, cette maladie incurable continue à chaque instant de ronger le corps du roi, tel un magnifique palais qui, attaqué par les termites, sans un bruit, inexorablement et sans possibilité de restauration, se dirige vers sa destruction. On va bien plus tard, on est à la fin du XXe siècle avec cette pièce
qui est la plus dérangeante et la plus creepy et la plus glauque de toute cette sélection, Purifié de Sarah Kane. Sarah Kane, c'est une dramaturge comète qui n'a écrit que 5 pièces au cours de sa carrière et qui s'est suicidée à l'aube de l'an 2000. Elle était toute jeune. Et j'ai déjà parlé de nombreuses fois de Sarah Kane sur cette chaîne et ses pièces sont très très dures. Elles évoquent vraiment des thématiques difficiles. Tout ce qui peut être le plus horrible pour un être humain, Sarah Kane l'écrit dans ses pièces et je pense que Purifié atteint des summums en termes d'horreur et de glauque et de choses extrêmement dérangeantes et on est vraiment pour moi dans de l'horreur. On est dans une université qui se transforme en camp de concentration avec un docteur Tinker qui va faire subir mais des choses infâmes au personnage. Ça vraiment, si vous êtes sensible, c'est pas pour vous. Sarah Kane et surtout pas Purifié. Dans cette pièce, on a une jeune fille qui veut devenir son frère qui est mort. On a un couple homosexuel qui se fait attraper et qui subit des sévices innommable. Vraiment, c'est une pièce horrible mais qui est géniale parce que Sarah Kane a ce quelque chose d'extrêmement sensible à travers tout ça et à travers les horreurs qu'elle peut décrire. Je vous donne un petit avant-goût si vous ne voulez pas entendre ou quoi, le timecode vous permettra d'aller à la pièce suivante. Tinker, chut, pas de regret. Il caresse les cheveux de Carl. Tire la langue. Carl tire la langue. Tinker sort une grande paire de ciseaux et coupe la langue de Carl. Carl agite les bras, la bouche ouverte, pleine de sang, muette. Tinker retire la bague que porte Rod et la met dans la bouche de Carl. Tinker avale. Carl avale la bague. J'ai choisi vraiment un des passages les plus soft pour les personnes qui connaissent Purifié. J'ai fait ce que je pouvais. Ensuite, une pièce que je n'ai pas en ma possession mais dont je voulais absolument vous parler qui est Route 1 de Carol Fréchette qui est parue en 2004. Je vais pas vous lire d'extrait et pareil je ne veux pas trop vous en dire parce que cette pièce il faut la lire en ne sachant pas de quoi elle parle pour que l'effet voulu par Carol Fréchette fonctionne. Je vous dirais juste que cette pièce n'est pas ce qu'elle semble être. On suit 5 enfants, 5 personnages qui racontent leur position, racontent ce qui se passe. On comprend qu'on est dans un milieu de guerre, d'angoisse pour ces personnages, pour ces enfants. Et à la fin, on comprend de quoi il s'agit et c'est glacial. Et c'est la magie du théâtre et de la littérature que de mettre en lumière toutes les horreurs de l'humanité et de nous toucher en plein cœur. L'avant-dernière, c'est Le cas Jekyll de Christine Montalbetti. Cette pièce, c'est une de mes pièces favorites de toute ma vie. Bon, vu le titre, vous savez de quoi ça parle. Ici, Christine Montalbetti s'empare du mythe créé par Stevenson de Jekyll et Hyde et elle en fait une pièce incroyable. C'est un monologue normalement, donc c'est un seul acteur qui prend en charge tous les rôles présents dans cette pièce. Et on a à la fin, lorsque Jekyll et Hyde parlent en même temps, il faut vous imaginer que c'est un seul acteur qui prend en charge ces 2 personnages. Vraiment c'est une réécriture remarquable et je regrette de ne pas l'avoir vue au théâtre mais j'ai eu la chance de l'interpréter durant un de mes parcours de rôle et c'est lourd, c'est du très très lourd. Je vous en lis un tout petit extrait parce que j'ai plus beaucoup de batterie et plus beaucoup de mémoire. Jekyll, mon mignonnet. Que veux-tu encore de moi? Est-ce que ta victoire n'est pas complète? Je te crache à la figure, Hyde, je te cracherais à la figure si je le pouvais. Mentalement, je le fais. Alors j'essuie ton glavieux mental, je prends sur moi de ne pas relever l'affront, et je te suggère, Jekyll, que nous fassions la paix. Ta suavité me dégoûte plus que ta haine. Si je ne te servais pas de repoussoir, Jekyll, comment irais-tu te glorifier? Et la toute dernière, je vous parle du Frankenstein de Fabrice Melchior qui réadapte le mythe de Frankenstein et aussi celui de Mary Shelley. Il fait vivre Mary Shelley à travers cette histoire. On est dans du théâtre, dans le théâtre. Il fait intervenir Mary qui est en train d'écrire l'histoire de Frankenstein alors que Percy, son mari, est mort. Voilà, il mélange un petit peu beaucoup de choses de l'histoire de Mary Shelley et c'est une pièce formidable. C'est pour de la jeunesse, mais je pense que ça passe très très bien en adulte pour avoir vu une création autour, une création du Frankenstein de Melchior. Vraiment, ça fonctionne très bien. C'est glaçant, c'est l'univers d'un Frankenstein avec toute la poésie de Mary Shelley. Et Fabrice Melchior le retranscrit très bien. Par exemple, au début, c'est Marie, apportez des bougies, on n'y voit rien. Comment voulez-vous qu'on écrive?
Un mot à chaque éclair. Des bougies, là aussi. Créer une atmosphère propice. Il s'agit tout de même d'écrire un conte d'horreur. Installez-vous, installez votre peur, installez ma peur dans son fauteuil, en chair de poule. Eh bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère vous avoir donné envie de découvrir au moins une de ces pièces. Lisez du théâtre, c'est chouette et je vous remercie de regarder mes vidéos et de commenter, d'être aussi nombreuses et nombreux. À tout bientôt.